Donc je vais être très bref, mais c'était surtout pour dire un petit mot, puis c'est notre dernier colloque 2025. Comme d'habitude, la tradition a été respectée. Et nous allons terminer aujourd'hui, si je peux me permettre l'expression, en fanfare, avec une table ronde dont vous voyez s'afficher le thème « Un monde incertain, une planète illisible, où allons-nous ?» Je crois que le jour est bien choisi pour le thème et d'actualité, si je peux me permettre, sans faire de comparaison à ce qui se passe en France, bien évidemment. Donc, les colloques, c'est le moment où on réfléchit sur où nous sommes, où nous pouvons aller, où nous devons aller, et puis surtout qu'on soit éclairé par des grands reporters. Merci à Madame Laure Mandeville d'être présent. Par des politologues, merci à Jean-François Colosimo et à Bruno Tertrais. Et puis, comme d'habitude, c'est Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef au Point, qui tempère, est le modérateur, comme on dit, de cette table ronde. Donc je vais vous souhaiter, merci d'être à Menton, et je vais vous souhaiter un très bel après-midi. Écoutez, je crois qu'on a besoin aujourd'hui à la fois d'écouter les conseils, d'écouter ceux qui vivent le monde d'une autre manière, différente de la nôtre. Et puis nous, il faut qu'on fasse quand même preuve d'un peu d'optimisme parce qu'on a tellement de raisons d'être pessimiste qu'il faut qu'on sorte de ces colloques en se disant que malgré tous les problèmes, malgré toutes les incertitudes, la France est un beau pays et Menton est une très belle ville. Le monde est tellement incertain que le micro, voilà, j'avais oublié de l'allumer. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc comme l'a dit Monsieur le maire, je travaille au Point. Donc je vais essayer en tout cas de faire circuler la parole dans cette table ronde, sur cette table ronde qui est fournie, donc avec Laure Mandeville qui est grand reporter au Figaro et qui a écrit plusieurs livres, notamment sur l'Ukraine. Jean-François Colosimo, historien, directeur des éditions du Cerf, historien des religions et qui a aussi écrit plusieurs livres sur l'Ukraine et notamment aussi sur Occident ennemi numéro 1, donc récemment, la crucifixion de l'Ukraine, et Bruno Tertrais, voilà, qui est politologue, qui est très pointu sur toutes ces questions stratégiques. Et donc on a la chance en plus, je tiens à le dire parce que je fais un petit cocorico maison, d'avoir deux contributeurs importants du Point, Jean-François Colosimo et Bruno Tertrais. En attendant Laure Mandeville, on ne sait pas, on ne sait jamais. Je voudrais, alors évidemment, le thème de cette table ronde est on ne peut plus d'actualité, donc on va essayer d'y voir plus clair avec nos trois amis qui sont nos trois pitis, on peut dire, de la période qui est sous nos yeux. Mais c'est vrai que l'actualité est dense, riche, on a du mal à y voir clair dans ce magma, dans ce flot d'informations et dans ce monde qui est complètement en train d'être bouleversé, chahuté. Alors, est-ce qu'un nouveau monde est en train d'éclore ou est-ce que justement on est encore dans une période de très très forte incertitude où il y a toujours un basculement possible? Donc je retiendrai juste de ce que vous avez dit, Monsieur le maire. Gardons espoir. Hein. Bon, moi, pour ma part, je parlerai aussi d'espérance. Gardons un petit peu l'espérance, qui est souvent un mot qui n'est pas très utilisé, mais qui est un mot plus fort que l'espoir. Donc voilà, donc j'espère qu'on va garder ce cap pendant cette conférence. Je voudrais immédiatement en fait commencer sur l'actualité, puisque l'actualité se déroule sous nos yeux, et donc poser une question qui est un petit peu une forme de provocation, mais en tout cas qui permet qui est au cœur de l'actualité. Est-ce que, donc je m'adresse à Bruno Tertrais, est-ce que Donald Trump aurait dû avoir le prix Nobel de la paix? Bon, bonjour à tous, merci de votre invitation. D'abord,
je ne fais pas partie des pessimistes. Je suis dans un métier, nous sommes dans un métier, les géopolitologues, dans lequel ça paye mieux d'être pessimiste, catastrophiste, d'annoncer l'apocalypse. Moi, j'ai fait, il y a une quinzaine d'années, un livre qui s'appelait « L'apocalypse n'est pas pour demain ». Vous voyez que je suis plutôt dans le camp des raisonnables. Et à propos de raisonnables, il y a quelques phrases de Raymond Aron, qui est un de mes maîtres à penser, que je répète souvent. D'abord, chaque génération a le sentiment de vivre un tournant. C'est récurrent. Hein. Et puis, il y a une autre phrase de Raymond Aron que j'aime bien aussi, qui consiste à dire qu'on a toujours le sentiment que le monde était plus stable avant. Il faut se garder de ce discours sur tout est chamboulé, rien n'est plus comme avant, le monde est de plus en plus imprévisible, de plus en plus dangereux. Alors moi j'ai travaillé au ministère de la Défense, je peux vous dire que ce qui payait, c'était de dire le monde est de plus en plus dangereux, il y a de plus en plus de guerres, il est de plus en plus instable. Bon, il faut prendre du recul, je ne suis pas historien mais j'utilise beaucoup l'histoire, il faut prendre du recul et voir au-delà de l'actualité des chaînes d'information permanentes auxquelles tous les quatre, je pense, nous contribuons pour dire attention, prenons du recul. Est-ce que, justement, à propos de ce qui s'est passé... Avant de prendre du recul, est-ce que vous pourriez juste répondre à ma question? Est-ce que Trump aurait-il mérité le prix Nobel de la paix? Ne vous inquiétez pas, je vois le journaliste expérimenté qui se demande si ces panélistes ne vont pas tomber dans des tunnels qui n'ont rien à voir avec leurs questions. Non, j'ai peu de qualité, mais j'ai au moins celle de répondre aux questions qu'on me pose. Alors, non, je pense qu'il est normal qu'il ne l'ait pas eu. Il était très étonnant d'ailleurs qu'il soit obsédé à ce point par ce prix Nobel. Le rôle de Trump dans la paix véritable, pas juste les annonces, a été quand même très limité. Je ne pense pas que Trump, on en discutera peut-être avec Laure notamment, je ne pense pas que Trump soit un homme de guerre. Je pense que c'est sincèrement quelqu'un qui préfère la paix à la guerre. D'abord parce que la paix, c'est mieux pour le business que la guerre, pour commencer. Et ensuite parce qu'il y a cette fameuse histoire de prix Nobel. Bon. Non, le prix Nobel, moi je connais bien les gens du comité Nobel norvégien, ils s'adressent à des gens qui ont fait une œuvre qui est durable. On ne sait pas encore si ce qui s'est passé il y a quelques jours est vraiment durable. Il y a deux aspects dans le fameux plan Trump. Il y a un premier aspect qui est ce qu'on appelle la phase 1, qui, tout le monde l'espère, tous les hommes et les femmes de bonne volonté l'espèrent, se conclut par la libération des otages. Le cessez-le-feu a déjà eu lieu, la libération des otages et le rapatriement des corps ce soir, demain ou lundi. Ça a de bonnes chances de se faire, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Pour le reste, le fameux plan Trump est formidable sur le papier, mais je crains que sa réalisation soit plus compliquée. Nous en sommes à la phase 1, les phases 2, 3, 4, 5, même si elles ne sont pas labellisées comme ça, auront beaucoup plus de mal à être réalisées. Mais ne boudons pas notre plaisir. Ne boudons pas notre plaisir. Oui, il faut féliciter les États-Unis de Trump pour avoir présidé à la rédaction et à l'adoption et au soutien par à peu près tout le monde, y compris des pays qui n'étaient pas connus pour avoir une certaine sympathie pour Israël, où il est question à la fois de libération des otages, de désarmement du Hamas, de gouvernance palestinienne rénovée et de statehood, c'est-à-dire d'une capacité étatique pour les Palestiniens. C'est quand même quelque chose auquel même Netanyahou a souscrit. Bon, donc je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Et il faut rappeler aussi que la France a eu, à travers sa démarche conjointe avec l'Arabie Saoudite depuis le printemps, un rôle discret. Ce n'est pas le plan français, mais le plan Trump, à mon sens, n'aurait pas existé sans tout le travail qui a été fait par l'Arabie Saoudite et la France depuis 6 mois. Donc voilà, un motif d'optimisme, puisque c'est le thème de notre table ronde, enfin en tout cas c'est le fil rouge que vous souhaitez, d'après ce que je comprends, avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui quelque chose sous l'égide de Trump qui ressemble à un avenir possible pour le Proche-Orient. Et c'est pas mince, même si ce ne sont à ce stade que des intentions au-delà de cette fameuse première phase qui doit normalement se conclure dans les jours qui viennent. Alors la question tout de suite qui vient, c'est peut-on faire confiance au Hamas, qui est un mouvement terroriste quand même? Bien sûr que non. Mais de même qu'il ne fallait pas faire confiance à l'Union soviétique, comme disait Reagan, faites confiance mais vérifiez. J'ai pas le mot en russe, dovelay, provelay, comme ça. Bon, ça c'est les russophones qui sont au moins 2 sur le plateau me corrigeront. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de faire confiance. Et le Hamas ne veut pas se suicider. Donc l'idée d'un désarmement complet du Hamas,
Non, je n'y crois pas beaucoup. La question, c'est plutôt, est-ce que le Hamas peut être réduit, non pas éliminé, non pas éradiqué, est-ce qu'il peut être réduit en tant que force nocive, force toxique, mouvement terroriste, au point qu'il ne compte plus? C'est ça la question. Donc évidemment qu'on ne fait pas confiance au Hamas, mais c'est pas le sujet. Dans la diplomatie en général, il est rare qu'on se fasse vraiment confiance. Alors, on va venir à Trump tout de suite, mais juste question, est-ce que, par exemple, enfin, excusez-moi, je vais être un peu direct dans les questions, mais je serai direct dans mes réponses. Est-ce que Emmanuel Macron a-t-il eu raison de reconnaître aussi promptement, on peut dire, l'État de Palestine? Alors, il y a deux sujets. Est-ce que c'était le moment est-ce que c'était une bonne idée et est-ce que c'était le bon moment, sans condition, de reconnaître la Palestine? On peut en discuter. Je fais partie des gens qui avaient des doutes et qui continuent à douter. D'autant plus que ce qui devait être au printemps des conditions sont devenus des engagements. Autrement dit, on n'attend pas que l'autorité palestinienne fasse un certain nombre de choses sur les réformes internes, etc. Mais on dit, bon, si vous vous engagez, ça me suffit. Ça, je continue à douter. En revanche, là où j'avoue que j'ai changé d'avis, c'est que toute la démarche de fond, bien au-delà du côté symbolique, un peu le moment villepin d'Emmanuel Macron, si vous voulez. Personnellement, je n'étais pas totalement convaincu, je reste non convaincu, mais derrière tout cela, il y a un travail qui a duré depuis 6 mois, avec les Saoudiens et en coopération avec un grand nombre de pays arabes et musulmans, et aussi en liaison avec les États-Unis, c'est pour ça que c'était intéressant, un mouvement de fond qui a débouché sur une résolution aux Nations Unies adoptée par 142 pays, ce qui veut dire que les États-Unis de Trump n'y ont pas fait obstacle. C'est ça qui est intéressant. Qui a fait partie du contexte qui permet d'arriver à certaines dispositions du plan Trump. Donc, pour revenir à votre question, je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison sur la reconnaissance de la Palestine sans condition. En revanche, je pense que la démarche française, franco-saoudienne, a été utile. Merci Bruno. Donc, Laure Mandeville, vous avez été en poste aussi longtemps aux États-Unis, et notamment à Washington. Bon, là aussi, question directe. Est-ce qu'on peut faire confiance à Trump ? De 3, est-ce que vous m'entendez ? D'abord, je voulais remercier le maire de Menton et toute l'organisation de cette conférence de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet, l'illisibilité de la planète, effectivement, qui est d'une très grande actualité. Je voulais en fait vous soumettre, vous me demandez si on peut faire confiance à Trump. Moi, je vous dirais, je vous répondrai par la nouvelle formule que j'ai inventée récemment pour parler de Trump. Je dirais que Trump est un OPNI, c'est-à-dire un objet politique non identifié. Et je dirais aussi qu'on pourrait dire que c'est un OGNI, un objet géopolitique non identifié. Et par là, je veux dire en fait que... C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il a inventé le populisme mondial ? Non, je voulais dire qu'il est extrêmement difficile et que nous peinons tous, en fait. Je crois que personne aujourd'hui ne peut vraiment dire quelle sera, en fin de compte, la contribution politique et géopolitique de Trump quand il finira son mandat. Je pense que ça reste un personnage d'une grande complexité, un phénomène, à la fois un personnage et un phénomène d'une grande complexité à saisir, et que je crois qu'un des éléments très importants, pour répondre à la question que vous venez juste de poser, c'est qu'une des manières d'approcher Trump, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Trump, c'est à la fois supposément le chef encore du monde occidental, et donc à ce titre on attend du chef du monde occidental qu'il joue un rôle de stabilisateur, parce que les États-Unis dans le passé a été le stabilisateur hégémonique du monde. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui Trump a donné l'impression dans un premier temps qu'il ne voulait plus totalement jouer ce rôle de stabilisateur. Et donc, ça a évidemment provoqué une partie du chaos que l'on voit sur la scène internationale et des difficultés que nous avons à lire cette scène. Mais je crois que Trump est aussi... Il ne faut jamais oublier, quand on considère Trump, que Trump est un insurgé. Et je crois que ce qui est intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que vous avez un double niveau d'insurrection. Vous avez une insurrection qui traverse les sociétés occidentales et qui est une sorte de révolte qui est en train de complètement rebattre les cartes de ce qui se passe dans nos pays d'Occident, en France, en Europe,
aux États-Unis. Et Trump, de ce point de vue-là, est un insurgé. Il mène une insurrection, il bouscule le système américain de fond en comble. Il teste les limites de ce système, les lois, les contre-pouvoirs. Et donc ça, c'est Trump. Mais Trump est aussi un ovni, comme je vous dis. Donc il agit aussi, il interagit évidemment avec la scène internationale. Et là, nous ne sommes pas au bout de nos surprises parce que nous voyons en fait plusieurs visages de Trump. Nous voyons un homme qui, pendant le début de sa présidence, a déroulé cette idée, par exemple, du retour à une puissance impériale, c'est-à-dire qui serait concentrée sur, disons, des accords assez cyniques et très machiavéliens avec les puissances montantes comme la Chine et la Russie, et aussi avec la Russie. Je ne dirais pas que c'est une puissance montante, mais c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Et en même temps, Trump voulait se replier sur son hémisphère, parler de tester le Groenland, le Panama, etc. Et donc on a immédiatement conclu, ça y est, c'est l'isolationnisme, mais en même temps c'est la puissance impériale. On voit bien que tout ça ne colle pas complètement. Et maintenant on voit un Trump qui, aux divines surprises, par un comportement complètement asymétrique, complètement nouveau, totalement atypique, tout d'un coup, arrache une percée, après un certain nombre de gestes dont on peut parler, sur la scène du Moyen-Orient et sur la question éminemment complexe, éminemment sur laquelle se sont cassés le nez pratiquement toutes les administrations américaines du conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et je dirais que du coup, il faut revenir à ce qu'est Trump. Et pour moi, qui l'ai quand même vu grandir, étudier d'où il vient, comment s'est forgée finalement cette personnalité, je dirais que Trump est à la fois une personnalité, c'est une personnalité qui peut détruire, qui est par elle-même une force qui bouscule tellement, qui veut tellement abolir tous les codes, etc., qu'elle a une puissance potentiellement destructrice, mais c'est aussi quelqu'un qui n'a aucun a priori. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se saisit d'un sujet, il agit comme un promoteur immobilier. Et qu'est-ce que c'est un promoteur immobilier ? C'est quelqu'un qui sonde le terrain sur lequel il est. Et je crois en fait que Trump aujourd'hui, sur la scène du monde, prend un marteau-piqueur et fait des trous pour voir ce qui tient et ce qui ne tient pas. Et par exemple, regardez son comportement au Moyen-Orient. Il a commencé par balancer dans l'espace public des propositions qui nous ont paru complètement ridicules, aberrantes, la Riviera de Gaza, etc. Une brochure de promoteur. Exactement. Mais peu à peu, par ses gestes, par ses provocations rhétoriques, par ses conversations en coulisses avec les pays arabes qui jouent un rôle très très important, la relation qu'il a établie avec un certain nombre de pays du Golfe, il tâte le terrain de ce qui tient et de ce qui ne tient pas. Et à partir de là, il utilise en fait à court terme des ouvertures, et ces ouvertures créent en fait à plus long terme des possibles perspectives stratégiques. Donc ça ne veut pas dire que lui a tout compris tout de suite, pas du tout. Il avance, je dirais presque à l'aveugle d'une certaine manière, pour créer en fait ça. En revanche, regardez sur l'Ukraine. C'est complètement, pour l'instant, de notre point de vue, en tout cas du mien, c'est un sujet sur lequel j'ai quand même un certain nombre d'idées assez précises. Je pense que Trump a fait preuve d'une naïveté absolument colossale sur ce sujet. On va venir à l'Ukraine, voilà. parce qu'on a beaucoup de choses à voir, évidemment. L'actualité est tellement riche. Donc, je m'arrête Trump, alors Poutine, là-dessus. l'Ukraine, l'Europe, la Chine, le nucléaire, enfin... Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Juste, petite question avant d'en venir à Jean-François Colosimo qui fait la synthèse entre l'Est et l'Ouest, plutôt entre l'Ouest et l'Est. Laure, petite question, pardonnez-moi, mais est-ce que vous ne prêtez pas beaucoup d'ambition à cet homme, et notamment le fait qu'il soit un géopolitologue averti? Est-ce que c'est pas tout simplement un deal maker qui est pris dans une course en avant comme ça et qui est obligé de faire un deal, et qui fait un deal sur Gaza comme il ferait un deal, comme vous l'avez dit, sur la Trump Tower à New York? C'est-à-dire que c'est assez complexe en fait. C'est-à-dire que oui, c'est un faiseur de deal, oui, l'argent importe pour lui, mais moi je me garderais
de réduire en fait le phénomène Trump à un phénomène purement économique, d'argent, d'enrichissement de sa famille. Je sais que c'est une hypothèse qui est très souvent mise en avant. Dans la psychologie. Mais dans la psychologie, je crois que c'est assez complexe. C'est-à-dire que c'est à la fois ça, vous avez raison, c'est tout ça. C'est un homme aussi qui a été forgé par ses liens avec la mafia de New York, avec ce monde des promoteurs immobiliers, etc. Donc oui, c'est un homme qui réfléchit à court terme, c'est aussi un homme du commerce. En ce sens, il est profondément libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire qu'il pense que l'économie et le commerce peuvent changer les relations internationales. Et de ce point de vue-là, il a parfois raison. Peut-être qu'il a poussé, avec les accords d'Abraham, les pays arabes à choisir des dynamiques nouvelles pour le Moyen-Orient, mais on voit bien, par exemple, que sur le phénomène Poutine, il bute sur des rationalités qui n'ont rien à voir avec l'économie. Donc lui, il croit que proposer une relation à Poutine va lui permettre de dénouer ce conflit, ce que j'appelle moi une guerre fondamentale. Il ne comprend pas qu'il est face à une, si vous voulez, à des passions, à une rage, je dirais, impériale et néo-totalitaire côté russe, qui ne peut pas être résolu par l'économie, par les deals et par le commerce. Et donc, peu à peu, il en prend conscience, peut-être, encore je ne sois pas du tout convaincu qu'il ait pris conscience de l'ampleur de cette menace, qui est une menace en réalité pas seulement pour l'Europe et pour l'Ukraine, comme il semble penser, mais aussi pour les États-Unis et l'ensemble du monde libre et du monde. Avant d'en passer à l'Ukraine, d'ailleurs sous le regard de Konstantin Sikov, qui est philosophe ukrainien et qui vit à Kiev et qui est ici au premier rang et qu'on pourra peut-être entendre aussi tout à l'heure. Ce sera intéressant d'avoir votre éclairage. Jean-François Colossimo, on reste sur Trump un tout petit peu parce que je rappelle que vous êtes grand spécialiste de l'Ukraine, de la Russie, mais vous avez aussi écrit « Dieu est américain ». Juste, est-ce que essai sur la théodémocratie aux États-Unis, donc peut-être vous pourrez nous expliquer ce que ça veut dire, mais juste, est-ce que l'Amérique de Trump est-elle encore le gendarme du monde en fait? Oui, alors d'abord, on me permettrait à mon tour de remercier Monsieur le maire, ses équipes. Je vous dis mon bonheur de retrouver des gens que je connais, pour être venu dans ces colloques quelquefois, à des gens de Menton, d'autres gens qui viennent de la Riviera française parce que cet événement attire, des amis avec qui j'ai voyagé. Je suis très heureux, c'est un peu une réunion, si vous permettez, sans exagérer, de famille. Et je crois qu'il est important à la fois, évidemment avec Bruno et Laure, d'essayer d'engager une véritable conversation sur le fait quand même que nous sommes réveillés d'un coup dans un monde qui ne ressemblait pas à ce qu'on nous avait dit, dans un monde périlleux, dans un monde menaçant, et que d'un coup, nous nous demandons qu'est-ce qui s'est passé, ou plutôt, qu'est-ce que nous n'avons pas vu, n'est-ce pas? Alors, pour répondre sur Trump, moi, je ne vois pas pourquoi Trump n'aurait pas eu le prix Nobel de la paix, puisque Obama l'a fait pour rien. L'a eu pour rien. Il n'avait rien fait au moment où il l'a eu, n'est-ce pas? Il n'avait rien fait avant, il n'a rien fait après. C'était un symbole. Sauf devenir un spécialiste des exécutions extrajudiciaires, battant de loin même son prédécesseur Bush. Et il l'a eu parce qu'il avait fait un discours au Caire, où tout ce qu'il avait dit dans ce discours-là, c'était de traîner dans la boue la laïcité française comme un manquement grave aux libertés religieuses. Donc je dirais que je ne sais pas si cette absence de prix Nobel dont Trump rêvait pour égaler Obama, avec un côté effectivement d'enfant fantasque et médiocre qu'il est aussi, pour dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas, d'enfant capricieux. Donc je ne suis pas sûr que ça parle de Trump, ça parle de l'idéologie du Nobel, on ne sait pas trop, ça parle des deux. Pour moi, la vérité, c'est que Trump n'est qu'un symptôme et nous accordons trop d'importance à sa dimension personnelle, à son caractère effectivement parfois ubuesque, à son vocabulaire, à ses interventions, et je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il cherche à tâtons une formule, mais cette formule qu'il cherche, selon moi, c'est la formule de l'Amérique nouvelle, qui est en fait une Amérique très ancienne, qu'il entend renouveler, parce que en fait, les États-Unis ont imposé après 1945
à la partie occidentale du monde, et puis à partir de 1989 au reste du monde, ce qu'on pourrait appeler l'ordre libéral, qui s'est distingué par ces grandes institutions internationales, qui étaient donc fondées sur le droit international, sur les droits humains, l'ONU, l'OMS, la FAO, j'en passe, et des meilleurs, l'OMC, enfin, etc., et que les États-Unis se sont rendus compte depuis quelque temps que cet ordre libéral n'est pas à l'avantage de leur hégémonie, et que donc cet ordre libéral, qui en plus est mis à mal par le retour d'empires tels que les empires de l'empire russe, turc, qui ne sont pas tous de la même taille évidemment, iraniens, chinois, indiens, mais qui sont tous d'anciens empires qui sont passés par des expériences autoritaires et totalitaires et qui réinventent leur bellicisme, que l'Amérique se retrouve challengée, comme on dit aux États-Unis, et qu'elle doit répondre. Et pour répondre, en fait, il y a deux choses qui me semblent importantes qu'il faut bien comprendre. C'est que d'une part, en fait, Trump a réussi une alliance électorale qui laisse penser que le Parti démocrate est dans les choux pour très longtemps, à moins d'adopter la même formule, mais donc ça reviendrait au même pour nous, parce que s'il en est l'Amérique, savoir qu'il a réussi à unir les rednecks, les coups rouges des champs qui sont dans la Bible Belt, dans la ceinture biblique, n'est-ce pas, ces paysans évangéliques. Il a réussi à les réunir avec les blue collars, avec les ouvriers de la Rusty Belt, de la zone qui est désindustrialisée, qui a fait la gloire de l'Amérique il y a des décennies, et il les a unis sous le patronage des Nietzschéens cinglés de la Silicon Valley, n'est-ce pas? Et que cette alliance-là, c'est le cœur moteur de l'Amérique. Je pense que de ce point de vue-là, le second point, c'est qu'il est retourné au mercantilisme initial, fondateur des États-Unis. Le mercantilisme, c'est je protège au maximum mes marchés intérieurs et j'agresse au maximum les marchés extérieurs, surtout les marchés extérieurs rares, dont dépend ma propre industrie. C'est exactement ce qu'il fait. Combien pèse-t-il sur dans la géopolitique mondiale ? Parce que vous avez bien vu que il a suffi que l'Amérique décide de bombarder les centrales nucléaires d'Iran, n'est-ce pas, d'une manière magistrale, pour que d'un coup tout le monde s'arrête, y compris les Russes, y compris les Chinois. Tout le monde se rende compte que bon, l'Amérique va peut-être pas formidablement bien, mais qu'elle reste militairement, en raison de son complexe militaro-industriel, à raison de l'alliance qu'avait pu promouvoir par exemple Ronald Reagan au moment de la guerre des étoiles, en faisant en sorte que l'industrie militaire américaine se numérise, de la même manière que Trump veut aujourd'hui qu'elle adopte l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Que de ce point de vue-là, il ne faut pas prendre Trump simplement pour un complet idiot. Encore une fois, le gars est fantasque, déroutant, mais il y a une logique derrière qui ne dépend pas que de lui. Écoutez son vice-président J.D. Vance, vous verrez à beaucoup moins de folklore, et je dirais, vous aurez encore peut-être plus d'inquiétude, n'est-ce pas? Parce que là, on a affaire à un véritable idéologue beaucoup plus structuré. Mais on voit que l'Amérique reste dominante, que pour l'instant... Donc il y a une vision du monde. Le Trumpisme a une vision du monde. Cette vision du monde, c'est que la pauvre Europe... elle est bien embarrassante, mais c'était déjà un peu vrai, Bruno me corrigera s'il faut, c'était déjà un peu vrai sous Obama, Biden, que bon, qu'est-ce qu'on fait de cette Europe, tu vois, bon, alors jusqu'à ce qu'effectivement renaisse le danger russe avec l'Ukraine. Mais jusque-là, on se disait, bon, bah, l'Europe, bon, le Proche-Orient, on a été fatigué. Le grand lieu pour les États-Unis, c'était le Pacifique. Je vous rappelle que les États-Unis ont mené la Seconde Guerre mondiale, non pas en Europe, mais dans le Pacifique. Jean-François, si l'Europe était vraiment si inexistante pour les États-Unis, les dirigeants américains, vice-présidents en tête, ne passeraient peut-être pas autant de temps à l'attaquer de manière aussi vigoureuse et aussi... Le commerce... Enfin, c'est pour débattre entre nous, monsieur le modérateur. Je pense que si on était aussi insignifiant, les Américains ne passeraient peut-être pas autant de temps à nous attaquer. Je simplifie énormément les choses. Mais je pose la question. Qu'il y a une puissance commerciale européenne que les États-Unis sont en droit de redouter. Moi, je le comprends très bien. Vu du point de vue de Washington, on n'a pas envie de voir une Europe, puissance économique, surgir, qui représente un marché énorme, des capacités technologiques, des capacités d'inventivité qui sont très fortes. Bon, si on arrivait à la faire vraiment, cette Europe,
Mais en revanche, militairement, là, nous sommes dans une dépendance dont nous avons appris le prix à travers l'invasion de l'Ukraine. Nous avons découvert d'un coup qu'on était face à des gens, les Russes, les Chinois, les Turcs avec leurs drones, les Iraniens avec la recherche de la bombe, les Indiens qui sont complètement liés à la Russie du point de vue de leur industrie militaire, que pendant 20 ans, ces 20 années pendant lesquelles les États-Unis avaient couru après un hologramme d'empire, non pas qu'il n'y ait pas eu un danger de l'international djihadiste qu'il fallait abattre, mais au prix de guerres classiques menées au Proche-Orient, qui ont fait vriller le Proche-Orient, pendant ces 20 ans où l'Amérique s'est obsédée là-dessus. Je veux dire, la guerre d'Afghanistan, c'est 20 ans, 3200 milliards de dollars. 20 ans, 3200 milliards de dollars. Il y a à peu près 150 000 morts civils et militaires, n'est-ce pas? Tout ça pour un jour partir de manière bâclée. Je ne sais pas ce que ce départ a provoqué chez Bruno, l'image spectaculaire. On était allés là-bas, on les a accompagnés, parce que les talibans, c'était la fin du monde, parce que c'était l'horreur, pour laisser le pays aux talibans, après 20 ans de bombardement. Non, là, il y a une incohérence, et je crois que Trump sent aussi qu'il y a eu trop d'incohérences. Je ne lui fais pas un crédit formidable. C'est d'ailleurs Jean-François, vous allez trop vite. C'est d'ailleurs lui qui a négocié le retrait d'Afghanistan, il faut toujours le rappeler. Les modalités, c'est l'Amérique de Biden. Le principe du retrait, c'est négocié par Trump. Il faut quand même toujours le rappeler. Bruno Tertrais, je viens à vous là, mais juste Laure Mandeville voulait intervenir. Réagir pour aller un peu dans le sens qui a été dit, mais en rappelant, pour moi, effectivement, comme Jean-François Colosimo, je suis convaincu que le phénomène Trump, en fait, dépasse de loin la signification et l'importance de l'homme. Enfin, en tout cas, c'est profondément, les deux choses sont complètement liées, mais je dirais qu'il faut jamais oublier que Trump, c'est pas seulement l'incarnation de la révolte des rednecks, c'est le retour de la nation, du thème de la nation. Et je crois qu'il faut absolument, puisqu'on parle de relations internationales, revenir à l'idée que justement, il y a eu cet épuisement. Les Américains considèrent que, à la fois par la globalisation, les élites ont complètement dénationalisé leur vision du monde et ont oublié leur propre peuple, en fait, s'en sont désintéressés au profit de d'autres logiques. Et puis, il y a eu effectivement toutes ces guerres qui ont été menées, très longues, etc. Et donc, le Trumpisme, c'est le retour à la nation, par le rétablissement d'une frontière, que ce soit la frontière sud, enfin l'immigration, on arrête, on renforce la nation de l'intérieur, la nation est menacée, elle est fragilisée. Pareil pour le protectionnisme, on protège en fait les frontières commerciales, etc. du pays, et on se replie d'une certaine manière, en partie, parce qu'on justement on continue à être présent dans le monde, mais pas par la guerre. Donc ça, c'est cette idée du retour à la nation. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez exactement le même phénomène qui est flagrant à travers l'Europe. Tous les mouvements populistes que nous voyons aujourd'hui sont des mouvements aussi qui revendiquent en fait l'attention sur la nation qui a été oubliée, qui a été affaiblie, etc. Et je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête quand on réfléchit sur comment les États-Unis pensent l'Europe. Parce que les États-Unis pensent... ce n'est pas seulement de Trump ne voit pas seulement l'Europe, en fait il se préoccupe aussi de l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie inquiétude aux États-Unis sur ce que peut devenir l'Europe si elle reste sur la même lignée avec justement la question de l'immigration, etc., la montée de l'islamisme, voilà, tous ces sujets-là. Et donc, c'est complexe, que d'un côté, il y a une volonté de dominer l'Europe, une volonté de s'en retirer, et aussi une préoccupation sur ce que va devenir l'Europe, qui est quand même la mère de l'Amérique. Alors là, on va en parler. Juste dernière question pour finir sur le chapitre Trump. Une question qui est élargie, qui revient un peu à notre thème plus global. Bruno Tertrais, est-ce que Trump est l'incarnation un peu d'un nouvel ordre mondial aux mains de prédateurs, ou est-ce qu'il contribue par son comportement à brouiller les cartes géopolitiques? Je crois que c'est là qu'il faut vraiment distinguer Trump et le Trumpisme. Je suis complètement sur la même ligne que
que mes collègues et camarades sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le Trump, sur le retour à la nation, etc. Je crois qu'il faut bien se décider. Ce n'est pas parce que Trump incarne quelque chose que Trump lui-même est moins important que le Trumpisme. Autrement dit, la parole présidentielle dans un pays comme les États-Unis ou la France est performative. Un tweet de Trump, ça crée des effets politiques tout de suite. Donc Trump lui-même reste important. Et je pense qu'on n'aurait pas du tout le même débat si J.D. Vance était au pouvoir, comme il le sera peut-être dans quelques années. Personnellement, je pense qu'il est mieux, c'est mieux pour la France de savoir exactement où les États-Unis vont. Parce qu'en France, on préfère toujours savoir où ils vont pour pouvoir soit les accompagner, soit s'y opposer. Donc je crois que Trump et le Trumpisme sont deux choses différentes. Sur la nation, formidable, très bien, je comprends les dynamiques de reflux de la mondialisation, mais j'ai tendance à me dire que si c'était aussi bénin que cela, enfin ça n'est pas bénin pour nous, pourquoi ? Je sais que nos amis américains souvent sont inquiets pour l'Europe, mais de là à soutenir activement l'Alternative für Deutschland, il y a quand même un chemin. Et puis, les leçons de liberté d'expression de l'administration Trump, quand on voit à quel point aujourd'hui la cancel culture est passée de l'autre côté, quand on voit à quel point certains livres sont interdits dans certaines universités, dans certaines bibliothèques, quand on voit à quel point les pressions de cette administration se font sur certains journalistes, sur certains médias, franchement, les leçons de liberté d'expression des États-Unis, aujourd'hui, on sait où ils peuvent se les mettre. Pardon d'être aussi brutal. Je conçois que nous avons des... Vous faites du Trumpisme, mon cher Bruno. Vous faites du Trumpisme avec... Non, mais je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que je crois qu'aucun d'entre nous, enfin je vais parler que pour moi, je ne suis pas connu pour être un adversaire ou de la culture américaine et j'ai beaucoup d'admiration pour ce pays. Mais franchement, alors c'est un vieux sujet, la question de la liberté d'expression. Moi je me souviens par exemple, et je suis sûr que Laure et Jean-François s'en souviennent, de nos débats transatlantiques sur la question de l'église de Scientologie, par exemple, qui était un très grand débat dans les années Clinton. On était accusés par les Américains d'être des adversaires de la liberté d'expression parce que voilà, les excès au titre de différentes dispositions législatives sur les mouvements sectaires, etc. Voilà. Bref, tout ça ne vient pas dire. Et du coup, ta question, c'était quoi ? Moi, je voudrais bien répondre là-dessus, parce qu'en fait, je n'ai jamais... le débat, hein. En fait, je ne suis pas du tout en train de défendre... Là, je crois que si c'est ce que tu penses, tu te trompes. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de défendre la position de l'administration de Trump sur la liberté d'expression en Europe. C'est pas du tout ça. J'essaie de décrire, en fait, leur fonctionnement. Le logiciel, exactement. Et donc... le logiciel, il faut bien comprendre, si on ne comprend pas que au départ, cette révolution trumpiste, c'est une volonté de pendule. C'est un pendule. C'est-à-dire, c'est l'idée que, on est d'accord le balancier est parti complètement hors champ, sur la gauche, d'une manière qui a créé aux États-Unis une révolution complètement dingue sur le plan, disons, idéologique et intellectuel, avec des excès wokistes qui ont transformé les grandes universités américaines en des lieux d'annulation du débat. Non, mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent. Et donc, il y a une tentative, il y a en tout cas, quand on décrit, une volonté de rétablir, de revenir au bon sens, de revenir à une forme d'ordre, etc. Le problème, et là nous nous rejoignons, c'est que ce pendule repart de l'autre côté, est en train de partir de l'autre côté, avec des effets dévastateurs, effectivement, avec une partie, pas tous, mais une partie de cette droite qui, elle, se wokise aussi, et qui développe, je dirais, une agressivité vis-à-vis de la notion même d'élite, par exemple, qui l'amène, elle aussi, à être destructrice et déconstructrice, alors qu'elle cherchait à justement contrer les effets du déconstructivisme de la gauche. Et donc, c'est vrai on observe ça de notre côté avec une immense inquiétude. Et c'est bien la raison pour laquelle l'Europe doit trouver en elle-même, et là je crois que c'est le sujet, je suis sûr que nous allons y venir, doit trouver en elle-même les réserves pour elle justement inventer un nouveau chemin en tirant les leçons de ce trumpisme qui mène à un excès dangereux, puisque vous avez d'un côté une gauche qui est nihiliste,
actuellement, et de l'autre une droite qui vire à l'autoritarisme. Et donc, je crois que c'est très important, et nous avons, c'est d'autant plus important pour nous que, contrairement aux Américains, nous avons une guerre à nos portes. Alors, et que nous opérons... Alors, il y avait nous quand avons même une question à Alors laquelle j'ai pas répondu, mais je sais plus on va laquelle arrêter c'était. sur Trump parce qu'on va C'était pas quoi faire... ta question? J'ai pas compris. On va arrêter sur Trump. Oui, là, en mais fait. tu avais une autre question à laquelle j'ai pas répondu. Sur le, je vais te la reformuler après. D'accord. Vas-y, Jean-François. Moi, je voudrais quand même dire un mot encore sur Trump. Je suis désolé, parce que c'est un phénomène important. Moi, je suis d'accord avec, évidemment, Laurent Mondeville. Il y a eu un wokisme délirant qui provoque un conservatisme délirant, et ce sont les deux faces d'un même nihilisme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment cette société américaine, qui était très positive, en arrive à de tels excès nihilistes. Cela dit, comme on est très américanisé, on a un peu le même problème en France. Moi, je me suis battu toute ma vie contre le politiquement correct, la pensée unique, qui, lorsque j'étais jeune, était de gauche. C'était pour ouvrir le débat, c'était pas pour arriver une pensée politiquement correcte de droite qui copie celle de gauche, mais à l'envers, tu vois. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir enfin débattre? C'est une véritable question. Trump, juste pour dire ça, pourquoi tous les gens qui vont à l'église, au temple, à la synagogue, votent pour lui? C'est quand même curieux, parce que c'est un pays très religieux, les États-Unis. Ce pays très religieux, en fait, Trump a même bousculé Biden dans le vote catholique. Les catholiques votent Trump. Pas assez énorme, parce que les catholiques aux États-Unis, ils votaient démocrate. Ils étaient irlandais, polonais, italiens, latinos. Ils ne se reconnaissaient pas dans l'establishment républicain. L'explication, c'est un télévangéliste qui la donne. C'est que dans la Bible, le peuple juif est emporté en exil à Babylone, mais qu'il y a un roi qui est très méchant, qui est très barbare, qui s'appelle Cyrus, qui va libérer le peuple juif parce qu'il a été choisi par Dieu pour ça. Donc les religieux, les croyants aux États-Unis s'arrangent d'un Trump qui est adultère, grossier, qui célèbre l'argent, etc., parce qu'ils le voient comme un outil providentiel. Lorsque vous êtes dans un pays qui considère qu'un homme qui ne ressemble en rien à sa mission divine, malgré tout la porte parce qu'il est choisi providentiellement, c'est que vous en remettez en fait à une crise d'identité qui est phénoménale. C'est ça que je voulais dire, et Trump, c'est peut-être le signe. En fait, comme quelqu'un qui s'évertue à ne pas se noyer dans une piscine, provoque beaucoup de bruit, fait beaucoup d'éclat, c'est peut-être le signe extrême en fait que l'Amérique a réellement entamé son déclin. Bon, donc, Bruno, essayons de prendre un peu de champ par rapport à ça. Et quel est vous qui êtes à la tête d'une fondation sur la stratégie, quelle est votre lecture actuellement du monde? C'est-à-dire un monde polarisé autour de personnalités prédatrices, Poutine, Modi, Xi, et que ce serait justement le défaut de l'Europe, c'est-à-dire ce problème d'incarnation. Effectivement. Ou est-ce qu'on est dans un monde tellement multipolaire qu'il devient confus dans sa lecture? Je crois qu'il faut arrêter de parler de multipolarité, c'est pas très utile. La multipolarité, ça fait 50 ans qu'on en parle, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Le monde n'a jamais été vraiment bipolaire. Il n'est pas redevenu bipolaire pour autant. Je ne suis pas sûr que le mot multipolaire soit vraiment intéressant, sauf pour les diplomates qui cherchent à faire des discours. Je ne peux pas m'empêcher, mais un tout dernier mot. Trump va être couronné roi d'Israël lundi. Trump, il a réussi son Trump coup, va être couronné roi d'Israël lundi. Il va aller à Tel Aviv, il va atterrir à Ben Gurion, il va aller à Jérusalem. Et l'immense paradoxe, et c'est là que je prolonge, puisque je ne conteste pas ce qu'a dit Jean-François, qui est très séduisant intellectuellement, c'est que je pense fondamentalement, je soupçonne que cet homme ne croit qu'en lui-même et que les Juifs, il n'en a absolument rien à faire. Mais alors, rien à faire. Il est peut-être limite antisémite. Et pourtant, il va être... Non, alors là, franchement, je ne pense pas. Honnêtement, il est entouré de Juifs. N'ouvrons pas un autre tiroir, s'il vous plaît. Je pense qu'il est même peut-être, je ne n'affirme pas, je soupçonne, je vois son discours sur les Juifs à plusieurs reprises depuis 2 ans, a parfois des aspects troublants. Ceci étant posé, c'est intuition contre intuition, il n'y a pas lieu d'en débattre.
Je ne suis pas certain que, voilà, qu'Israël... Oui, mais Laure, nous sommes en désaccord sur des intuitions. Ce n'est pas un sujet de débat. Voilà, je dis ce que je ressens. Bruno, Voilà. Avançons juste. Non, Quelle alors, est premièrement... Quelle est votre lecture du monde? Les leaders, ça compte. Les leaders, ça compte. Xi, Poutine, Modi, Trump, oui, tout ça compte énormément. Dans un monde dans lequel les pays, effectivement, des nations se reconstituent, les néo-empires que Jean-François et moi, chacun à notre manière, avons décrit abondamment, se repersonnalisent, les leaders, ça compte. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs quand je disais tout à l'heure que Trump, au-delà du Trumpisme, Trump lui-même compte énormément parce qu'un tweet de Trump, c'est performatif, ça fait de la politique. Et en cela, l'Europe ne peut pas être un compétiteur, structurellement, parce que l'Europe n'aura jamais un leader. Ni von der Leyen, ni Merz, ni Macron ne peuvent être les leaders de l'Europe. C'est comme ça que l'Europe s'est construite contre les leaders trop forts. Justement, c'est là notre atout et notre problème. Bien. À partir de là, on peut dire que oui, cette compétition des néo-empires, pour moi, elle pose une question fondamentale. Et là, je suis désolé, je vais reparler de Trump. Mais pour moi, la question fondamentale aujourd'hui, est-ce que l'Amérique est en train de devenir un néo-empire comme un autre, avec soit une division du monde en sphères d'influence, je garde le Groenland, mais c'est toi qui contrôlera la route maritime du Nord. Xi Jinping, tu veux contrôler la mer de Chine méridionale, il n'y a pas de problème. Première manière de voir les choses. J'ajoute d'ailleurs que la relation Amérique-Chine sous Trump n'est encore pas du tout écrite. Elle n'est pas du tout écrite. C'est un autre sujet. Autre manière de voir les choses, c'est le Nord global de Vladislav Surkov. Le Nord global, c'est-à-dire, vous regardez une carte, plutôt un planisphère, vous regardez le monde vu depuis le pôle Nord, vous voyez que finalement, on pourrait imaginer une sorte de connivence russo-américaine sur le Groenland, le Canada, la route maritime du Nord, l'Alaska, tout c'est par tout ça est opposition au cohérent. Sud global. Ça n'est pas vécu comme une position au Sud global, Non, mais ça peut être vécu, c'est vécu par certains intellectuels russes qui ne représentent pas forcément Poutine, comme une manière de cogestion de la partie la plus au nord de la planète. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement le dessein de Trump, c'est une tentation qui peut exister, ce n'est pas forcément le dessein de l'administration aujourd'hui. Autre tentation, le focus sur l'hémisphère occidental, donc à travers les opérations anti-narcotiques, anti-drogue qu'on voit ces derniers temps, c'est extrêmement flagrant. Le contrôle de la frontière, bien sûr, qui a été, Laure a bien fait de le rappeler, le thème central quand même aux politiques étrangères des États-Unis. Moi, je crois que de toute façon, c'est peut-être un débat un peu vain, parce que l'Amérique ne peut pas se permettre de toute façon, de faire un choix aussi structurant. Moi, j'ai des débats avec les académiques américains qui me parlent de grande stratégie. Je ne comprends jamais rien à la grande stratégie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr que les États modernes puissent véritablement faire de la grande stratégie comme on en faisait à l'époque de Metternich, ou même à celle de Kissinger. Donc voilà, je crois que c'est pas vraiment une manière de répondre à votre question, mais je réponds juste sur un point pour confirmer la réponse que j'ai commencé à faire. Dans ce monde où il y a quand même une valorisation des leaders forts, l'Europe, par définition, est en position de faiblesse, puisqu'elle ne peut pas avoir un seul leader fort. Alors, juste dans cette valorisation de leaders forts, en même temps, avec un monde, pour revenir au thème de notre débat, qui est assez peu lisible. Mais je sais pas donc il y a une vous dites contradiction. Je ne suis pas sûr que le monde soit illisible. Je pense qu'on est tous en train de donner, chacun à notre manière, des clés de lecture du monde. Le problème, c'est que nous pensons avoir vécu rétrospectivement dans un monde simple. Ça n'était pas un monde simple. Souvent, on entend dire la guerre froide, c'était simple. Non, c'était pas simple la guerre froide. C'était pas simple du tout. Et les gens qui ont vécu la guerre froide vous diront non, c'était absolument pas simple. C'était mouvant, c'était multipolaire, c'était fracturé, c'était imprévisible. Il y avait tout ça au temps de la guerre froide. Donc, encore une fois, on reconstruit. J'en reviens à mes citations de Raymond Aron. On pense toujours que c'était plus simple avant. La planète, vous auriez fait ce colloque il y a 50 ans. Non, il n'y avait pas Ouest-Ouest, c'était beaucoup plus compliqué que ça. La fracturation du bloc communiste, on en parle dès le début des années 60. La division du monde occidental, on en parle aussi dès la fin des années 50. Donc, je ne sais pas si vous aviez fait ce colloque il y a 50 ans, vous auriez peut-être finalement eu le même titre.
Voilà. Et après, il faut qu'on parle de Poutine, parce qu'on passe notre temps sur Trump, mais la menace importante, c'est Poutine. Mais justement, j'ai une transition. Je voulais d'abord dire un mot sur la question de la lisibilité du monde. Il me semble que Bruno a raison de dire que c'est pas un monde qui était complètement stabilisé, stable, figé, sous la menace du feu nucléaire avant et puis maintenant le chaos, mais c'est vrai qu'il y a des éléments nouveaux, notamment par la multiplication des acteurs en fait non étatiques qui jouent maintenant un rôle aussi important que les États comme Monsieur Musk ou d'autres sur la scène, des acteurs terroristes qui se multiplient, ils existaient déjà, mais bon, il y en a peut-être plus aujourd'hui. Mais surtout, il me semble en fait que c'est parce que nos propres pays sont en crise et que nos moyens d'information sont en crise aussi. C'est-à-dire, là, je vous parle en tant que journaliste, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une crise profonde de l'information aujourd'hui, parce que les médias ont été en partie, d'ailleurs, discrédités, et vous avez eu l'irruption, en fait, des réseaux sociaux qui d'une certaine manière, sont je dirais, des armes de destruction massive qui sont mis entre les mains de tel ou tel acteur qui, effectivement, empêchent la lisibilité du monde. Quand ces moyens d'accès et d'influence sur les esprits de milliards de gens fonctionnent et qu'il n'y a aucun recul avec des flots d'informations colossaux, on voit bien que ça pose un vrai problème et qu'il faut réorganiser les médias. Ça, c'est très important. Mais il y a d'ailleurs aussi des raisons d'espérer, comme par exemple le média The Free Press aux États-Unis, qui vient d'être racheté, qui est un média tout à fait extraordinaire fondé par la journaliste américaine Bari Weiss et qui, à mon avis, annonce une ère nouvelle de sortie de la polarisation que nous avons eue depuis plusieurs années. Je voulais juste dire un truc sur le leadership. Je crois qu'en Europe, il y a un leader. C'est Zelensky. Il y a un vrai leader en Europe. Zelensky, justement, qui est un leader totalement atypique, qui diffère complètement, en fait, des leaders que Bruno a mentionnés, Xi, Poutine, même Trump, etc. Là, on est face à un homme qui, est au-dessus de la mêlée et joue un rôle de leader par son courage, sa persistance, sa capacité à entraîner des partenaires, la confiance qu'il a réussi à susciter au sein de son peuple. Donc je pense que là, c'est un type de leader charismatique extrêmement important pour l'Europe, parce qu'il nous montre quel peut être le chemin du leadership pour nous. C'est le chemin aussi de la société civile. C'est-à-dire que Zelensky est porté par une société qui, en fait, fait un choix moral, fait un choix politique, fait un choix militaire chaque jour. Et donc, peut-être que c'est ça, justement, la voie pour l'Europe, en dehors des hommes forts qui rêvent de devenir des mini-Trump. Laure, vous qui connaissez bien la Russie, oui. Est-ce que, justement, tous ces débats, ce truc, est-ce qu'on n'a pas un retard très très important par rapport, justement, à tout le programme qu'est en train de dérouler Poutine ? Si, je pense que ça reste assez frappant, que malgré, on en parlait à table aujourd'hui, nous disions que d'un côté, le travail qui a été fait depuis le début de cette guerre par les médias, par les grands think tanks, les intellectuels, les livres, etc., porte ses fruits en partie, puisqu'on voit quand même, on a vu tenir l'opinion française qui était quand même, je dirais, assez favorable à la Russie dans une partie importante de la population, avec des liens anciens, culturels, etc., qui nous mettaient en situation de méfiance à l'idée de rompre avec la Russie. Et je crois qu'aujourd'hui, on comprend mieux la dangerosité de ce régime, mais je pense qu'il reste encore énormément de chemin à faire pour que les gens comprennent la logique profonde de ce régime. Et cette logique, c'est une logique de fuite en avant qui a brûlé les ponts. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce régime n'a plus d'échappatoire. C'est-à-dire qu'il doit poursuivre cette guerre. Le destin de ce régime est profondément lié à la guerre aujourd'hui. Et il faut rappeler aussi que il y a toujours deux éléments, en fait, même trois, dans la guerre qui est menée par Poutine. Il y a la guerre qui est menée contre l'Ukraine et qui de son point de vue doit être absolument gagnée. Mais c'est en réalité, à travers l'Ukraine,
l'Occident que défie Poutine et l'Europe, c'est une guerre contre l'Europe. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il l'a encore dit à Valdaï il y a quelques jours, de manière très très claire. Et il mène aussi une guerre contre la partie de la Russie, ce que certains appellent la Russie européenne, qui est en train de mourir en Russie, qui est partie dans sa majorité à l'ouest, en fait, pour cette partie qui était en désaccord avec le régime, ou qui se tait, ou qui est en prison. Et donc ça, c'est également le troisième élément qui est très très important. Alors Jean-François Colosimo, ce que dit Laure, ça fait écho à votre dernier livre, hein, Oui. c'est-à-dire Occident ennemi numéro 1, c'est-à-dire Oui. la planète qui se ligue contre les valeurs de l'Occident et contre ce que représente l'Occident. Ouais, avec un bémol, c'est que personne ne sait ce qu'est l'Occident, n'est-ce pas? Il y en a autant de définitions que d'occidentaux potentiels. Non, l'idée simple, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne fait pas un retour en arrière de 5 siècles, si on ne revient pas en 1492, au moment où la petite Europe, qui est le Finistère du grand bloc eurasien, sort sur les mers et va partir conquérir le monde au nom de sa représentation de la rationalité, de la technique et de la politique. Et ce système est tellement fort qu'il met à mal les vieux empires, les grands empires orientaux, l'empire tsariste, l'empire Qing, qui est l'empire chinois, l'empire ottoman, qui est l'empire turc, l'empire persan, qui est l'empire iranien, et l'empire moghol, qui est l'empire indien. Ces empires vont réagir en cherchant une formule de résistance. La seule résistance, c'est de s'occidentaliser. Ils vont apporter une schizophrénie complète dans leur population et dans leur culture, laquelle schizophrénie, je vais très vite, va déboucher sur encore plus d'occidentalisation, ces empires disparaissant tous en 1918, avec les empires centraux allemands et austro-hongrois, mais vont donner lieu à des aventures occidentales révolutionnaires de type nationaliste. L'empire ottoman disparaît, devient la Turquie kémaliste. L'empire persan disparaît et devient l'Iran des Pahlavis. Vous voyez, il y a même des mutations de nom. Là, on fait de la nation. De l'autre côté, dans le communisme, vous avez évidemment Lénine et Mao, et puis vous avez l'Inde, qui a été, elle, réellement colonisée et qui s'en sort, et qui va hésiter entre modèle socialiste et capitaliste. Bon, ces expériences-là, c'est l'Occident qui est au pouvoir dans le monde entier, même si le monde est divisé idéologiquement entre Ouest et Est. C'est la catastrophe totale. Ces systèmes autoritaires ou totalitaires débouchent sur des échecs monstrueux, n'est-ce pas? Leurs successeurs, à ces Mao, Lénine, Pahlavi, Kemal, etc., à Nehru, arrivent et ils se disent, nos prédécesseurs ont tout bien fait, la police, le camp, l'extermination, le charnier. Il n'y a qu'un truc qu'ils ont mal fait, c'est la religion. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé des religions débiles? Puisque vous savez que la religion, c'est comme la plomberie. Il vaut mieux appeler un professionnel. Pourquoi ils ont fait des expériences aussi débiles là? Lénine momifié derrière le Kremlin, que les agents du Comintern, qui sont les missionnaires du communisme international, viennent vénérer dans la Nouvelle-Jérusalem, qui est la Moscou des Soviets. Ils ont dit stop, hop, ils ont sifflé, on est allé au KGB, on a ressorti les vieilles religions et les vieux religieux qui étaient tremblants, et on leur a dit, tu vas nous servir d'idéologie de remplacement, parce que le progressisme, ça ne marche pas, et donc nous on a besoin d'une idéologie de combat. Alors la religion c'est formidable, parce que la religion, un, c'est exclusif, ma religion a la vérité, pas la vôtre. Deux, la religion c'est inclusif. Tout le monde fête les mêmes fêtes, tout le monde célèbre les mêmes rites en même temps. Et trois, la religion, c'est pas aussi idiot que le marxisme-léninisme. Ça te promet pas l'avenir radieux pour dans 70 ans. Ça te promet un au-delà glorieux dont de toute façon personne n'est revenu pour dire s'il existe. Ça s'appelle l'eschatologie. Et donc, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je veux dire, Poutine restaure les monastères que ses ancêtres tchéquistes dynamité. Erdogan restaure dans Sainte-Sophie le culte musulman que Atatürk avait interdit pour faire de Sainte-Sophie un musée. Xi Jinping n'arrête
il cite plus du tout Marx ou Lénine, n'est-ce pas? Il cite Confucius, dont son père, qui était un garde rouge, brûlait les écrits. Maudit en Inde, il veut réhindouiser les hindous comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans, en faisant ligne toute va une idéologie où l'Inde serait pure de tout ce qui n'est pas hindou. N'est-ce pas? Bon, et puis l'Iran, on ne va pas épiloguer sur le phénomène, je dirais, postmoderne de revivalisme religieux que représente l'Iran, n'est-ce pas? Ce n'est que ça, l'Iran des mollahs. Donc c'est là où on en est. Alors quel problème on a? Et j'ai fini. Le problème qu'on a, c'est que l'Occident, ça n'existe pas, parce qu'on va dire l'Occident, c'est gréco-latin, tu vois. Ouais, bon, alors il faut quand même savoir, les gars, que pour ce qui est d'Aristote, inconnu en Europe avant le XIIe siècle, et de Platon, inconnu avant le XVe siècle. Donc si vous êtes gréco-latin, c'est tardif. Judéo-chrétien, bon, il va quand même falloir expliquer, si on est judéo-chrétien, pourquoi on a passé tant d'énergie à vouloir mettre les juifs dans des ghettos. Voire pire. Pas. On va dire, ah oui, mais c'est les Lumières. Bon, il va falloir quand même rayer du bilan des Lumières Auschwitz et le Goulag. On va dire, c'est l'ordre libéral, l'alternance démocratique, le respect des droits. Mais jamais vous ne penseriez à mettre dans l'Occident l'Argentine ou le Brésil, qui sont des pays libéraux. Donc, ça n'a qu'un sens. C'est l'alliance anglo-saxonne qui se nomme l'Alliance Atlantique, de laquelle nous dépendons depuis 1945. L'Occident, ça n'a qu'un sens, l'OTAN. C'est ça. Le problème qu'on a, c'est que cette conformation théologico-politique, politico-religieuse qu'ont les néo-empires, c'est la conformation originelle de l'Amérique. Le problème, c'est qu'il y a un misfit, un malentendu civilisationnel entre l'Europe et l'Amérique, c'est que l'Amérique s'est instituée sur un mythe fondateur à rebours de l'Europe. Le mythe fondateur de l'Europe, c'est l'Iliade. Dans l'Iliade, on cherche un peu d'humanité pour tempérer la guerre, tu vois, parce que l'Iliade, c'est d'ailleurs un texte, il faut le dire, vous n'osez pas le dire, je le dis, un peu barbant, il y a des batailles sans arrêt, on cherche un peu d'humanité dans ce dégoulinage de sang, n'est-ce pas? Bon, on cherche un peu d'humanité parce qu'on a compris en Europe qu'on est toujours en risque de l'inhumanité, que ça va vite, il ne faut pas déraper. Mais aux États-Unis, les États-Unis, c'est une terre vierge réservée aux sectes protestantes qui étaient expulsées par les monarchies catholiques, mais aussi par les monarchies protestantes, par la papauté, les puritains qui étaient un peu les talibans européens de l'époque, pour dire les choses comme elles sont. Ben, ce mythe-là américain fait que cette terre vierge réservée par Dieu, j'ai fini, terre vierge, bon, on oublie les Indiens, terre des réparations par la morale, d'où les fers de l'esclavage pour les Noirs, terre de l'extrême violence, Far West, Halloween, etc. N'est-ce pas? Les États-Unis, c'est l'empire de la violence, c'est-à-dire, pour ceux qui ont lu René Girard, le grand anthropologue, c'est un pays qui n'est pas même passé au stade de la rivalité mimétique. C'est un pays régressif par rapport à l'héritage chrétien de l'Europe. N'est-ce pas? Que rien ne vient tempérer dès lors qu'il s'agit de puissance. Ça, c'est mon opinion. Je sais que c'est pas celle de Bruno. Ah bon? Tu connais mon opinion sur le sujet? C'est laquelle? C'est quoi mon opinion? Non, mais je dis, je voyais un mouvement, alors je me suis dit... On va lui passer la parole. Et mouvement n'est pas discours, mais puisque tu as déjà... Ouais, non, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Les États-Unis, c'est le pays de la domination innocente. Cette domination innocente est finie parce que les États-Unis ont vu leur hégémonie menacée par les néo-empires. Ouais. Notre problème, c'est que nous, on n'a pas de constitution politico-religieuse. Juste un truc, c'est que je me demande... Attends, avant que tu reprennes la parole... Pardon. Non, juste, moi je suis en train de me demander, mais ça serait pour un autre débat entre Jean-François, Laure et moi, et toi si tu veux bien comme modérateur, je suis en train de demander si avec J.D. Vance, quelque part la boucle ne serait pas bouclée, c'est-à-dire quelque part avec la théorie de l'exécutif unitaire promue par certains autour de Trump, J.D. Vance retransformerait les États-Unis en monarchie européenne, puisque c'est un catholique, et que le thème de l'absolutisme du pouvoir aujourd'hui, soutenu par beaucoup de gens de la tech, comme on le sait, finalement, peut-être qu'il y a un futur possible pour l'Amérique, c'est celui du bouclement de la boucle, c'est-à-dire de transformation en monarchie catholique mode technologique. Non, j'exagère un peu. Bien sûr que j'exagère. Non, écoutez, moi, après l'envolée lyrique, c'était pas prévu de Jean-François, mais je suis obligé de faire de la pub pour...
Une page de publicité pour notre numéro géopolitique des religions qui sort la semaine prochaine, que vous pouvez commander Un très bon sur numéro. lepoint.fr. Numéro de 100 pages, avec un papier d'ailleurs de Jean-François sur justement comment Poutine utilise l'orthodoxie, avec ce titre, l'alliance du missel et du missile. Donc voilà, pub maison. On en revient à notre débat. Est-ce que je peux dire, Bruno. si je peux justement rebondir sur ce que dit Bruno, je me demande si c'est quand même possible, vu ce qu'est l'Amérique, parce que l'ADN de l'Amérique, c'est le protestantisme. Et c'est justement Je suis d'accord. un, C'était une formule. un État qui n'est... Il n'y a pas d'État aux États-Unis au départ. Je faisais de la rhétorique. Si tu as 2 ou 3 personnes, ils créent une église. Ouais, d'accord. C'est comme ça que ça va fonctionner. Non, mais Et c'était donc- de la rhétorique. et donc c'est vrai que, bon, je pense que c'était rhétorique, mais Non, moi, ce que je dirais... Il y a une religion civile. Non, mais il y a une religion... Les églises sont libres de l'État, mais l'État n'est pas libre d'un Dieu, un Dieu très abstrait. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs aussi ça qui a fait ce qu'est l'Amérique. C'est-à-dire que quand Tocqueville va aux États-Unis, il est émerveillé par le rôle que joue la religion, qui est un rôle positif en fait. Et je crois que personnellement, moi, je pense, peut-être que je me trompe complètement, hein, je suis d'un côté très inquiète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est face à un OPNI, mais de manière générale à une situation américaine qui est extrêmement complexe, extrêmement contradictoire, et je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop rapidement. C'est-à-dire que les États-Unis, effectivement, l'importance de la tech, les rêves de grandeur des grands technologues qui voudraient instaurer une sorte de césarisme, etc. J'ai vu que ça avait fait beaucoup d'articles dans nos journaux, notamment Le Grand Continent, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je me demande si ce n'est pas quand même un peu prématuré de penser qu'une alliance de J.D. Vance et de ces gens-là va créer une forme de dictature aux États-Unis. Je pense que les Américains, c'est un pays qui a une ADN quand même démocratique extrêmement forte. C'est pas pour rien que en 250 ans d'existence, on va fêter le 250e anniversaire. Il n'y a jamais eu d'autocrate. C'est quand même ça qui est absolument frappant aux États-Unis. Il y a eu des périodes extrêmement dures, extrêmement violentes, Jean-François l'a dit, avec des moments où ils ont par exemple fait sortir dans les années 20 des périodes très très similaires à ce qui se passe aujourd'hui en termes de tout d'un coup, allez, on va dégager tous les immigrés qui nous gênent, même ceux qui avaient la citoyenneté américaine par exemple. Il y a eu des milliers et des milliers de Chinois qui ont été virés aux États-Unis dans les années 20. Mais après, c'est passé. Les États-Unis Donc sont il y a très quand même... antisémites. Oui. Alors, Alors, venons-en quand même. Alors, Mais c'est je marrant, pense vous êtes quand même tous que les c'est un deux pays des- qui peut digérer Vous êtes cette tous les deux période. des spécialistes de la Russie, de l'Ukraine, et sans arrêt, vous voulez revenir aux États-Unis. Donc, Bruno, s'il vous plaît, venez à mon aide un peu. Pas du tout. Sur Oui. Poutine, Eh bien. est-ce que celui qui est en train de redessiner, ceux qui sont en train de redessiner la carte du monde, est-ce que c'est pas Poutine et Xi? Je pense que personne ne peut redessiner à lui seul la carte du monde. Je crois que alors, deux choses. La question est un petit peu vague, si je peux me permettre. Sur Pour Poutine, vous la donner question plus est de de savoir si il redessine la carte de l'Europe, et quelque part, il l'a déjà redessinée, parce qu'à mon sens, il a provoqué à son corps défendant une rupture historique qui est celle d'une Russie qui redevient asiatique quelque part, ou qui devient plus asiatique, et une Europe qui se complète avec l'Ukraine qui fait sécession de l'Empire russe, et que c'est à mon sens là pour le coup un vrai tournant historique. Là je retourne l'argument aronien, je pense qu'il y a quand même des moments où on vit une véritable rupture historique. Donc Poutine a déjà redessiné la carte de l'Europe. Est-ce qu'il redessine la carte du monde? Non, je ne crois pas, sauf quand même sur un point, c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'on voit un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies rompre avec une norme qui a quand même déjà plus de 50 ans, à savoir le fait que ni en Europe, mais ni dans le monde, on ne redessine les frontières internationales reconnues de part et d'autre par la force. Et c'est ça la grande rupture poutinienne, et c'est pour ça aussi que les Français, comme beaucoup d'Européens, n'ont pas arrêté de dire, vous savez, c'est un conflit global, c'est pas simplement un conflit d'Européens, parce que ça a des conséquences globales, au moins sur deux sujets. Un, l'économie avec les flux sur les intrants, sur l'agriculture, sur l'énergie, qui étaient redessinés par la simple force de l'invasion de l'Ukraine. Mais deuxièmement, la norme
que Poutine est en train de briser, de mettre à bas. Ce n'est pas seulement une norme européenne avec laquelle on s'était mis d'accord avec les soviétiques en 1975, mais c'est une norme globale. Et si on commence à laisser un grand pays membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, etc., jouer, plutôt mettre à bas cette norme, attention, vous en souffrirez, vous y perdrez tous. Donc quand les Indiens, les Chinois, les Africains, les Sud-Américains nous disent « arrêtez de nous embêter avec ce conflit d'Européens », non, ce n'est pas un conflit d'Européens, c'est un conflit justement qui met à bas une norme global. Et c'est pour ça que ça vous intéresse, que vous le vouliez ou non. Donc, je récapitule, il a déjà redessiné la carte de l'Europe, potentiellement il peut redessiner la carte du monde. Est-ce que Xi Jinping, il attend de voir ce que fait Poutine pour agir à sa manière en mer de Chine orientale et vis-à-vis de Taïwan? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a ses propres dessins, sa propre stratégie. Certes, il regarde beaucoup la guerre d'Ukraine, qui l'intéresse au plus haut point pour tout un tas de raisons. Il essaie d'en tirer des leçons pour voir la manière dont les Occidentaux réagiraient avec un conflit en Asie de l'Est. Il regarde la manière dont les Nord-Coréens agissent. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles la guerre d'Ukraine intéresse bien sûr Xi Jinping, mais la Chine populaire, la République populaire de Chine, il ne faut jamais oublier de l'appeler République populaire de Chine, c'est un pays communiste, c'est un pays dans lequel l'État a 55% des participations dans toutes les entreprises. Bon, c'est un pays, ça reste un pays communiste, confucianiste et communiste. C'est un coco, confucianiste, communiste. Bon, est-ce que... Non mais je le crois vraiment. Après, on peut discuter avec Jean-François de la manière dont ces deux couches, quelque part, se superposent. Mais il ne peut pas... voilà, il peut pas... la Chine redessine aussi le monde à sa manière, mais commence à trouver des résistances. Autrement dit, la limite du modèle chinois, on est en train de la voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de même que la Russie s'est transformée en train qu'elle ne peut plus arrêter, et je suis tout à fait d'accord avec Laure dans sa description de la Russie de Poutine en guerre, je ne suis même pas sûr que Poutine lui-même puisse l'arrêter, je suis complètement d'accord avec ça, mais je crois qu'il y a aussi un autre train qui est un train chinois, qui est l'incapacité des dirigeants chinois à transformer le modèle de croissance économique de la Chine, la pousse à une fuite en avant, non pas militaire mais économique, qui est le déversement de produits chinois de plus en plus nombreux et de moins en moins chers, non seulement en Europe, mais partout dans le monde. Et là, ça commence aussi à rencontrer des résistances. On voit qu'en Amérique latine, en Afrique, en Asie de l'Est, ce déferlement qui est quelque chose que la Chine se sent obligée de faire pour maintenir sa croissance économique, eh bien, les résistances commencent à arriver. Autrement dit, ce pays qui se présentait toujours comme, contrairement aux Occidentaux, nous, on n'agit pas par la force, nous, on est une puissance commerciale, nous, on ne demande pas de conditions, nous, on ne cherche pas à vous démocratiser. Mais là, on voit que l'idée de la Chine comme grande puissance amicale et pacifique est en train de se briser tout simplement sur les rapports de force commerciaux et sur la manière dont des marchés entiers, des secteurs de production entiers sont en train d'être détruits, pas seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde. Donc quelque part, pardon d'avoir été un petit peu long, mais quelque part, on voit aussi les limites du système, de la stratégie chinoise, comme on voit, je pense aussi, les limites de la stratégie russe. J'aurais aimé certainement discuter avec Laure de la religion civile américaine ou avec Bruno du confucianisme d'État qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ici le confucianisme, qui est une construction politico-religieuse chinoise du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui a ressurgi en 1920 et que, en fait, on récupère. C'est un peu comme le débat entre les slavophiles et les occidentalistes, enfin, etc. Donc, je pense qu'il y a... Voilà, le confucianisme, c'est pas fort. Mais bon, passons là-dessus. Moi, je voudrais juste, pour conclure pour ma part, vous soumettre une citation. Écoutez bien cette citation. Venez, nous n'avons pas peur, c'est vous qui devez avoir peur, parce que nous sommes prêts à mourir et à vous emporter tous dans la mort. Et ça ne nous fait pas peur, parce que vous irez en enfer et nous, on ira au paradis. Cette formule, elle n'est pas de Oussama Ben Laden, elle est de Vladimir Poutine à Valdai, le forum qu'il organise chaque année, et c'était 3 ans avant l'invasion de l'Ukraine, enfin l'invasion immédiate de l'Ukraine, la guerre de 2022, puisque la guerre, on le sait, a commencé en 2014, avec l'invasion de la Crimée et le trouble créé
dans l'Ouest, dans l'Est, à Donetsk et ailleurs, dans le Donbass. Quelle est la différence entre Osama Ben Laden et Vladimir Poutine? C'est un chiffre, 6600 têtes nucléaires. La guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre de résistance de l'Ukraine contre le despote Poutine. Ce n'est pas une guerre solitaire des Ukrainiens. Nous sommes parfaitement solidaires de cette guerre, parce que si l'Ukraine vient à tomber demain, ces missiles, ils le sont déjà, seront dirigés contre nous. Ce sur quoi Poutine parie en tant que mafieux KGBiste qu'il est, c'est qu'il a le pouvoir de nous intimider pour que, en fait, nous renoncions à nos libertés. Pour les plus anciens d'entre vous, c'est quelque chose qu'on a connu dans les années 1980 et avant, Red or Dead. Et aujourd'hui, la question qui se pose, on veut nous faire croire que c'est la bonne question. Poutinien, lâchez l'Ukraine, soyez avec nous. Le Kremlin, lâchez l'Ukraine et vous vivrez. Mais ce n'est pas vrai, nous ne vivrons pas. C'est ça, nous sommes face à, en fait, non pas une guerre européenne, non pas une troisième guerre mondiale. Poutine, en envahissant l'Ukraine, a, à mon sens, commencé la première guerre mondialisée. Mais pour nous, Européens, pour nous, Français, ce qui se joue à Kiev, c'est notre propre liberté. Voilà ce que je voulais dire devant notre ami Konstantin Sigov, qui est un philosophe qui, lui, philosophe sous les bombes depuis maintenant 3-4 ans. Je peux dire un truc. Alors, oui, merci Jean-François. Peut-être. Et oui. je vais dire quelque chose qui, et après, qui on va passer la oui, parole justement à Constantin. Et après, si vous avez des questions, il y a des micros. Je vois qu'il y a des micros de chaque côté, si vous voulez intervenir. Bon, moi, je suis en parfait accord avec les deux. Ce qui a été dit juste avant par Bruno et Jean-François. Bruno sur la question de la modification, en fait, du défi que représente Poutine sur l'ordre européen et aussi la norme internationale. Et bien évidemment, Jean-François Colosimo sur ce qu'il vient de dire. Et je rajouterais en fait que cette guerre ukrainienne, cette guerre que Poutine livre, c'est une guerre qui se joue dans les esprits, dans les têtes. Et c'est vrai que on parle souvent, Constantin et moi, de ce sujet. C'est le sujet des limites. Et qu'il y a, on avait parlé de ça lors des dernières conversations de Tocqueville, il y a un parallèle et un lien, une continuité évidente entre, d'une part, les limites passées par Poutine quand il franchit avec ses chars, ses bombes, la frontière de l'Ukraine. Donc ça, c'est des limites sanglantes et les Ukrainiens tentent de tracer la limite de leur liberté en défendant cette frontière. Et une autre limite que passe Poutine, qui est la limite entre le bien et le mal, et entre la vérité et le mensonge. Et je crois qu'aujourd'hui, il essaie de détruire en nous notre capacité à discerner le bien du mal et le vrai du faux. Et je crois que c'est quelque chose, Constantin parle souvent de la pravda, en fait. Le mot pravda, qui en ukrainien veut dire à la fois la loi et la vérité. Et donc je crois que là, on est face à un sujet absolument fondamental. Je crois que cette bataille, elle se joue ici. C'est-à-dire que nous devons rester des citoyens particulièrement attentifs et actifs, justement pour continuer ce travail de résistance sur la distinction entre le bien et le mal. Donc cette idée de relativisme qui semble gagner en fait du terrain dans nos sociétés et entre le vrai et le faux. Voilà, et donc c'est ce que je voulais dire. Mais merci Laure. Donc Constantin, si vous voulez intervenir. Écoutez, je tiens à vous remercier parce que... venez avec nous, venez. D'une part, on a beaucoup parlé évidemment de l'Amérique, de empires orientaux, on n'a pas beaucoup parlé de la France. Venez, asseyez-vous. Ça va. Mais je tiens juste à dire que la France joue un rôle très très grand
Et je crois que notre dialogue que nous avons mené avec Laure Mandeville au printemps 2022 entre moi à Kiev et Laure Mandeville à Paris, c'est aussi un signe évidemment modeste, mais très clair, historique, de l'unité essentielle entre l'Ukraine et la France. Deux pays, toute proportion gardée, avec territoire important, avec une histoire à la fois très, très différente et très liée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sous-titre de notre livre « Quand l'Ukraine s'élève », c'est la naissance de l'Europe nouvelle. Je crois que de toute façon, après 2022, on aura une autre Europe. Cette autre Europe s'est construite aujourd'hui en résistance à cette agression nihiliste, à l'agression poutinienne. Et c'est vrai que trop longtemps, on était endormi, comme on disait. On pensait de faire Nord Stream, on pensait faire business as usual. Aujourd'hui, on est au clair que ce n'est plus possible. Et n'est-ce pas, Robert Badinter, son ouvrage ultime, c'est l'accusation de Poutine. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire clair et net où est l'agresseur et le crime contre l'humanité, c'est impardonnable. Et encore une fois, à mon avis, c'est très important qu'ici même, à Menton, vous avez un discours de discernement pour défendre justement la vérité. En toute simplicité, c'est vrai que le mot pravda veut dire à la fois justice, c'était le code de loi du XIe siècle à Kiev qui s'appelait pravda, donc c'est lex, c'est loi, et puis en même temps c'est la vérité. Et appeler chat en chat, c'est très important en France, c'est très important en Europe, et je suis sidéré par, je dirais en quelque sorte, la disproportion. La France joue un très grand rôle à l'échelle internationale. Évidemment, c'est quand même une puissance nucléaire, c'est une puissance stratégique très importante et, à mon avis, une très grande responsabilité aussi sur le continent. Et puis, je crois que de toute façon, cette nouvelle Europe qui se dessine et dans les prochaines dizaines d'années, on est dans la même résistance. Et je crois que cette résistance est essentielle à partir justement de positionnement de chacun et juste un exemple, cette semaine, notre journaliste européenne, français, Anthony Lalecan, a donné sa vie en Ukraine pour dire la vérité sur ce qui se passe. Il y a 4 journalistes déjà français qui ont donné leur vie. Donc, comme disait Jean-François en me plaignant à Kiev, ce n'est plus les images, c'est la vie. Bien sûr. C'est-à-dire ça se joue sur le plan existentiel, ça se joue dans le chair, c'est incarné. Il y a des gens qui décident vraiment dire où on est dans le moment historique. Et pour ne pas être anachronique, c'est clair que c'est enregistré quels sont les choix qu'on fait en 2025 et en 2026. Je pense qu'on a toutes les chances, et je conclus là-dessus, de gagner cette guerre. On est face à un colosse à pied d'argile. On est face à l'agonie de l'ex-Union soviétique, qui n'est pas tombée dans sa tombe en 91, qui toujours pense à ressortir. Mais les empires anachroniques n'ont plus de l'avenir sur notre continent. Simplement, il ne faut pas trop tarder, parce qu'encore une fois, chaque jour, ce sont les vies des hommes, des femmes, des enfants, des photographes et des personnes moins connues. Et donc, c'est très important, encore une fois, de prendre des décisions stratégiques nécessaires, importantes, pour gagner cette guerre. Et tous les esprits qui nous inspirent, tous nos maîtres avec Bruno comme Pierre Asner, en fait, étaient occupés aujourd'hui par la seule question, comment pouvons-nous résister aujourd'hui et quelle est notre stratégie pour rester libre et gagner cette guerre contre l'agression. J'en suis sûr qu'ici, à Menton, vous avez réuni les personnes qui sont capables de dire les choses en substance. Merci Constantin. Asseyez-vous et puis on va prendre des questions peut-être dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ?
Monsieur, là, alors essayez d'avoir des questions courtes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Merci pour le brio avec lequel vous avez défendu ce que nous pensons tous plus ou moins. Merci beaucoup. Moi, j'ai une seule question. Vous m'avez demandé d'être bref. Qu'est-ce que serait un monde certain? Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'un monde serait un monde certain pour vous? C'est quoi la certitude? Ah. Bruno Tertrais, Parce que là- je pense que vous brûlez d'intervenir là. Mais moi, je peux tout faire, hein, mais je ne sais pas si ça sera convaincant. La géopolitique est une activité humaine, donc elle est par nature incertaine. Elle est conduite par des hommes et des femmes qui ont leur part de rationalité et leur passion, les passions gays ou des passions tristes. Je dirais que je vais répondre par une pirouette intellectuelle. Un monde certain, ça serait un monde dans lequel tout le monde aurait serait croyant dans la même religion, avec un avenir certain déterminé par des facteurs, par des textes sacrés sur lesquels tout le monde serait d'accord. Donc ça ne peut pas exister. Voilà, donc voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Ça ne peut pas exister par nature, mais je ne suis pas sûr que le monde soit beaucoup plus incertain aujourd'hui qu'il l'était il y a 50 ans. Enfin, en tout cas, on peut en discuter. Donc Jean-François Colosimo, alors c'est une très bonne question. En deux mots, moi je ne réclame pas un monde certain. Je pense qu'effectivement il n'a jamais existé. Le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y avait des conventions, des règlements, n'est-ce pas? Et qu'on voit ces règlements en fait complètement disparaître avec des gens qui affirment en fait le règne de la force absolue et qui vous dites les conventions, je n'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire que même quand vous regardez, même les soviétiques faisaient semblant d'adhérer à des règles internationales, etc. Les potentats des néo-empires n'en ont rien à faire. Même Erdogan. Ça n'a pas disparu, excuse-moi de t'interrompre, ça n'a pas disparu parce que quel est le groupe où à l'ONU tu retrouves les Russes, les Chinois, les Vénézuéliens, les Birmans, etc., enfin tous les bad guys de la planète, ça s'appelle, ça ne s'invente pas, le groupe des amis de la charte de l'ONU. Donc cette fiction n'a pas totalement disparu. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Et lorsque, en fait, on s'en retrouve avec, par exemple, M. Erdogan, qui affame 120 000 hommes, femmes, enfants, dont beaucoup de vieillards aussi, dans ce Haut-Karabakh qu'il a transformé en camp, en fait, d'extinction à ciel ouvert, mais il ne s'embarrasse pas, il ne le cache pas. C'est ça plutôt la nouveauté, c'est ce culte de la violence à laquelle nous avons été complètement désaccoutumés. Et qui reprend devant nous, comme dans d'autres périodes de l'histoire. Mais le monde certain, on est d'accord, il est certain que le monde certain n'existe pas. Une autre question? Plusieurs autres ou... Oui, une question à Jean-François Colosimo. Comment expliquer que la visite du successeur de François, Léon XIV, après 6 mois de silence, soit pour la Turquie? Alors, je me permets juste, c'est pour le concile de Nicée. Hein. Donc Jean-François, tu connais... Parce qu'il part pour la Turquie, Léon XIV. Oui, le 27 novembre. Mais pour les 1700 où est la personne ans... qui m'a posé cette question? Je la vois pas. Là-bas, au fond. Où ça, là-bas? Ouais. Mais Léon XIV ne va pas en Turquie. Léon XIV ne va pas à Istanbul. Léon XIV va à Constantinople. Izmir, saluer exactement. et à Smyrne, saluer son frère en Christ, le patriarche œcuménique Bartholomée, et tous deux vont fêter 1700 ans les du concile de Nicée. Voilà, je veux dire, je ne crois pas qu'il faille voir un geste d'admission de la politique turque, quelle qu'elle soit, dans ce voyage pontifical. Il va quand même rencontrer Erdogan, hein, si je peux me permettre. Oui, mais parce que vous savez que c'est tout le problème. Le pape est à la fois un chef religieux et un chef d'État, n'est-ce pas? Du plus petit État au monde, mais c'est un État. Donc il se déplace aussi en tant que chef d'État. Je me permets juste de dire que toutes ces réponses, vous les avez dans ce numéro qui sera en kiosque mercredi prochain. Alors, une autre on arrête question. les questions, allez acheter très vite. Une autre question?
Bonjour. Alors Bonjour. moi, c'est une question toute simple. En fait, vu ce qui se passe actuellement dans le monde, à quoi nous sert l'ONU et quel est l'avenir de l'ONU? Très bonne question. Réponse rapide. Il ne faut pas confondre le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ensemble du système onusien. On a tendance à voir l'ONU comme sous le seul angle de ce que peut faire ou ne pas faire le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il est bloqué comme il a été bloqué pendant longtemps pendant la guerre froide. Il prend quand même des décisions sur des sujets relativement secondaires ou mineurs, mais ça ne fait pas les grands titres des journaux. Mais surtout, l'ONU, c'est toute une galaxie, c'est tout un ensemble d'institutions qui font un travail formidable sur le terrain, qu'il s'agisse du Haut-Commissariat pour les réfugiés, de l'UNESCO, même si l'UNESCO est peut-être sans doute un peu moins efficace. C'est un système d'institutions, l'ONU, ça sert tous les jours, même si ce n'est pas forcément visible. Mais la partie la plus visible, la partie émergée, le sommet de l'iceberg, c'est le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il est, pour les grandes décisions, plus ou moins bloqué, comme il l'a été pendant la plus grande partie de la guerre froide. Mais l'ONU, c'est pas que ça. Et c'est surtout pas que son secrétaire général, qui n'est pas son patron, heureusement d'ailleurs, qui est juste un délégué, mais qui n'est pas la personne, j'allais dire, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne au bon endroit aujourd'hui, mais ça c'est un jugement personnel. Ouais, moi, je rajouterais juste que c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour l'ONU. L'ONU est très affaiblie, et notamment affaiblie par le fait que les Américains ont coupé massivement en fait dans toutes leurs subventions. Ils tenaient d'une certaine manière presque à bout de bras en fait beaucoup des agences de l'ONU qui sont aujourd'hui sans un rond. Et donc on est dans une période de grande crise avec une situation assez frontale avec l'administration Trump. Peut-être on a le temps de prendre une ou deux questions. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était passionnant. Parmi les facteurs que vous avez évoqués, on a passé beaucoup de temps sur les relations internationales, la communauté internationale et les États. Mais Laure Mandeville a aussi mentionné un autre facteur du XXIe siècle qui est celui des réseaux sociaux. Alors, je ne souhaite pas parler de l'IA. J'aimerais savoir si l'un ou plusieurs d'entre vous pourraient partager avec nous ce que vous souhaiteriez sur le rôle que les réseaux sociaux vont jouer dans nos sociétés au XXIe siècle. Merci, c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut terminer par un tour de piste là-dessus. Donc Bruno, je vous laisse réfléchir. Laure. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse intelligente à la question, qui est pourtant une vraie question très pertinente. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure et la pire des choses. Je le vois tous les jours dans mon métier. C'est à la fois extraordinairement utile, précieux, et en même temps terriblement toxique. Mais je n'ai pas de réponse immédiate à vous apporter. Je crois qu'il faut voir ça comme un instrument, une dimension supplémentaire de l'information. Comment est-ce que ces réseaux peuvent contribuer à rapprocher les personnes plutôt qu'à les fracturer encore plus, à une information saine plutôt qu'à davantage de désinformation? Moi, je n'ai pas la recette, et c'est peut-être que Laure ou d'autres auront plus à dire là-dessus. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi voir ça comme une dimension inévitable de la gestion de l'information aujourd'hui. Personnellement, pour moi, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. J'en tire bénéfice, mais j'en vois aussi toute la toxicité. Oui, non, on va faire dans ce sens-là. Il est évident qu'on vit une mutation anthropologique. On est en train de passer de la graphosphère, du monde de l'écrit, à la vidéosphère, puisque les réseaux sociaux, on va le voir de plus en plus, ce sont des images. Ce n'est pas simplement des messages, ou ce sont des messages sous forme d'images. Donc ça, c'est tout à fait préoccupant pour le problème du transfert de la culture classique ou moderne dans cette néoculture, et de savoir si on va avoir une forme de continuité historique d'un point de vue de la réflexion anthropologique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que c'est un lieu de guerre, comme les autres. Et c'est un lieu de guerre immense, sur lesquels, là aussi, on n'est pas trop en avance, alors que nos ennemis le sont énormément. Les Russes se livrent à une cyberguerre à travers les réseaux sociaux, mais à travers tout le réseau numérique, qui est quotidienne contre la France. Quotidienne, n'est-ce pas? Et qu'on ne voit pas. Et le troisième point, c'est que malgré tout, c'est un univers de ressources, parce que Konstantin Sigov en parlerait mieux que moi, lorsque l'Ukraine a été violemment agressée, les réseaux sociaux ont été une ressource de mobilisation de tout un peuple,
une ressource pour contrer l'envahisseur, une ressource d'inventivité énorme où les Ukrainiens ont été formidables et nous ont épatés et nous avons beaucoup à apprendre d'eux de ce point de vue-là. Ils ont créé des applis où vas-tu trouver un refuge? Ils ont fait des applis, tu es à la frontière, tu as vu un mec bizarre passer avec un tank, appelle-nous. Ils ont transformé des appareils de téléphone en centre de guidage pour des drones. Il y a des réussites spectaculaires. Parce qu'ils ont su utiliser cette ressource qui aussi peut être une ressource de mobilisation démocratique contre, par exemple, une Russie qui en est restée à la propagande des années staliniennes, n'est-ce pas? Donc on voit bien, je suis d'accord, c'est un phénomène très, très ambivalent et très ambigu, mais en attendant, c'est un lieu de guerre et c'est une arme aussi. Constantin ? Oui, je tiens à dire qu'effectivement, la révolution de la dignité, qu'on appelle la révolution des Maïdan, a commencé par juste un post sur Facebook venons défendre notre liberté avec les vêtements chauds et un peu de thé. Et je dois dire que, d'une part, on peut voir la publication récente de Laure Mandeville, l'interview avec l'admiral, on peut voir comment Bruno joue la guitare, on peut voir les dernières informations publiées par CERF. Donc, il y a une possibilité élargir, enrichir l'espace public, échanger en privé sur Messenger. Et donc, ça veut dire que c'est la responsabilité personnelle. Quel contenu, toi, tu apportes dans cet espace, dans cette agora. Par exemple, jeudi dernier, pour justement contrer un peu le sentiment chaotique de ce qui se passe en France, je transmets aux Ukrainiens l'information sur Robert Badinter, sur longue durée, sur le travail pour la justice, pour l'abolition de la peine de mort. Et je crois que c'était important de publier sur Facebook, je le fais en ukrainien et en français, pour dire et expliquer qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui demeure au-delà du mêlée, qu'est-ce qui est important par rapport aux 40 dernières années et pour les décennies à venir. Et en particulier, je dirige une maison d'édition qui est déjà en train de traduire et publier en langue ukrainienne le second livre de Robert Badinter que je viens d'évoquer, accusation de Poutine. Donc la question, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux? Quel message on porte? Et quelle notre capacité d'exprimer notre solidarité en plusieurs langues, en plusieurs musiques. Le dernier livre que je viens de publier s'appelle « Musique au pluriel en résistance ». Et à mon avis, c'est ça la mélodie de chacun, des grands génies, des compositeurs les plus joués sur la planète comme Arvo Pärt ou Valentin Silvestrov, ou chacun parmi nous, c'est-à-dire comment nous-mêmes, quelle musique notre vie unique peut être écoutée, attendue, inventée et donner la parole à nos sociétés. Et à mon avis, finalement, c'est les sociétés civiles en France, en Ukraine, en Europe, qui sont décisifs face aux mégalomanes, face aux agresseurs. Et je crois que ce qui nous manque, c'est effectivement les réseaux sociaux européens. Et je crois qu'il faut miser là-dessus. Si on a les vrais réseaux sociaux européens et les vrais drones européennes, je crois qu'on sera vraiment indéfendable. On sera invincible et on sera libre finalement. Merci. Merci. C'est magnifique cette métaphore de Constantin, et je dirais qu'effectivement lui parle de la musique, mais je crois que les réseaux sociaux c'est un grand bruit, un grand fracas qui empêche justement souvent d'entendre la musique. Et de ce point de vue-là, moi je suis particulièrement préoccupée par la question de la jeunesse, parce que c'est vrai que nous, enfin les générations disons plus anciennes, nous avons, je dirais, une forme d'anticorps parce que nous avons eu une culture avant les réseaux sociaux, avant l'intelligence artificielle. Mais la grande question, c'est comment faire pour que nos jeunes, en fait, les jeunes générations, ne soient pas enfermés, comme disait Tocqueville, dans des mondes imaginaires dans lesquels ils se sentiraient plus grands que des rois, dit-il, et en même temps insignifiants. Et donc qu'ils perdent leur capacité d'inspiration. Ça c'est quand même le grand défi
je pense, des prochaines années, c'est que de ne pas se retrouver finalement dans un renoncement de notre capacité à penser qui est donnée à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle et qui ferait que nous abandonnerions ce qui est la principale capacité de l'être humain, c'est-à-dire sa capacité à penser, à se penser et à penser le monde. Donc je pense que c'est un défi absolument colossal. Bon, merci. Merci. Eh bien, merci à nos 4 intervenants. Hein. Donc, vous allez pouvoir retrouver les livres de nos intervenants qui sont de l'autre côté, là, qui vont pouvoir vous dédicacer. Ça fait des très bons cadeaux de Noël. Je rappelle, pour la semaine prochaine en kiosque, déjà disponible sur lepoint.fr. C'est absolument passionnant pour prolonger le débat. Merci beaucoup à la ville de Menton de nous avoir accueillis. Merci aussi à Sciences Po, hein, représenté ici par son directeur, et puis à l'équipe de Stéphane, Christian, enfin voilà, tous nos amis de NPO. Voilà, merci. Et merci à Jérôme Cordelier et au Point, bien sûr. Merci à Pascal et à la mairie.